C'est good? C'était bon? Let's go. On commence par l'objectif du webinaire. Un élément qui va être hyper important dans nos réflexions et dans nos échanges du jour, c'est que aujourd'hui, on voit trop souvent les marques, ils viennent avec un contenu. J'étais juste en échange il y a une demi-heure avant avec une marque où ils prennent même le contenu au global, ils le responsorisent sur les réseaux. Il n'y a pas vraiment de stratégie derrière. Et donc, nous, notre enjeu, c'est vraiment de réfléchir tous nos contenus en organique et pas en paid. Et en fait, ça va vous changer la façon de voir les choses. C'est-à-dire, de suite, vous allez avoir envie d'engager en organique, un peu comme un influenceur pourrait le faire, comme un média peut le faire. C'est-à-dire que l'enjeu est vraiment de réfléchir à se dire c'est quoi le contenu qui va plaire à notre cible. Et ça fait écho à la question à se poser pour engager, qui est souvent un schéma qu'on prend chez Tierfest, c'est de se dire est-ce que Jeanne, t'aimerais voir en tant que consommatrice ce contenu sur les réseaux, est-ce que tu engagerais avec ça? Et régulièrement, quand on pose la question aux marques, en fait, la réponse est souvent non. Et en fait, il faut réussir à changer cet élément-là. Est-ce que tu as envie de regarder pendant 3 minutes un contenu RSE, en fait, qui va intéresser l'interne de la boîte, peut-être pour faire plaisir au DG de la boîte, mais au fond, ça aura très peu d'écho. Et donc, nous, notre enjeu, c'est que veut entendre et voir notre cible. Et à travers ça, on va réussir à faire passer des messages. On va réussir à faire, par exemple, la RSE est un bon sujet parce que c'est un sujet qu'on ne veut pas toujours avoir ou voir quand on est sur les réseaux sociaux, parce qu'on a mis spoiler alert, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est une petite pause dans notre journée, donc on veut soit se divertir, soit apprendre des choses. Et donc, comment on va réussir, par exemple, à adresser la RSE en se divertissant? Et avec ce prisme-là, on arrive à faire passer le message et à réussir à créer un contenu qui va intéresser vos abonnés. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu des marques, parce qu'aujourd'hui encore, les marques font pour moi un contenu des fois plus pour elles que pour le consommateur. Ça fait écho à ça, hein. Pensez vos contenus non pas pour vous faire plaisir, mais pour engager vos cibles. Et ça va vraiment changer votre stratégie. On est en réflexion et même en échange un quotidien avec nos marques là-dessus, parce que le premier réflexe d'une marque, ça va être de positionner son produit. Et en fait, elle va oublier le fait que... et ça explique beaucoup pourquoi aujourd'hui les marques ne fonctionnent pas sur les réseaux sociaux et que la plupart doivent recourir à des budgets d'achat médias très importants pour réussir à vivre, alors qu'un influenceur, un média, n'a pas besoin de cette brique-là. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, pour être totalement transparent non plus, craqué sur toutes nos marques, mais qu'on est en train là dans ces semaines, ces mois, on commence à toucher du doigt cet élément-là, de se dire comment on fait pour avoir des contenus en organique qui peuvent faire 50 000, 100 000 vues. Alors que des fois, on a des communautés de 5-10 000 personnes, mais avec la portée et des contenus qui se partagent, on arrive à le faire. Donc vraiment, mettez-vous dans cette optique-là. Ce n'est pas l'optique la plus confortable, parce que ça amène à faire du contenu des fois où on risque un peu aussi. On va sur des formats de divertissement, on ne reste pas dans notre zone de confort. Mais n'oubliez pas que si vous voulez faire passer un message, il faut un contenu qui soit vu, et pour que le contenu soit vu, il faut qu'il ait un intérêt. Ouais, on a une première question de Margot sur les personas sont indispensables en début de mise en place de la strat. Bien entendu, oui. Je pense que aujourd'hui, un peu partout, on nous a déjà fait ce premier travail de rédaction de qui sont vos personas. Et souvent, ce qui manque dans ce travail-là, c'est la brique, justement, habitude social media de vos cibles. Et justement, c'est très intéressant de pouvoir venir compléter quand vous amorcez votre travail sur la ligne édito que vous allez avoir sur vos réseaux sociaux, de pouvoir compléter vos personas plus globaux avec, moi, mes personas vont sur tel ou tel réseau social, ils y passent X temps par jour, ils en font un usage uniquement perso, mais aussi peut-être dans le pro, et donc il y a des messages différents qui peuvent venir être distillés un petit peu sur tous ces instants de consommation en réseaux sociaux. Sur cette question des personas, nous, en tout cas, notre prise, c'est de les rendre les plus pragmatiques possibles, parce que souvent, c'est des personas, des fois, un peu caricaturaux. Et donc, nous, un schéma de pensée qu'on a, c'est de regarder, prendre notre persona, on voit qui il est sur les réseaux sociaux, donc on trouve un vrai persona qui existe. On va voir un peu les influenceurs qui suivent, les médias qui suivent, les personnes qui suivent, les marques qui suivent, et on commence à
disséquer un peu pourquoi il suit cette typologie-là d'influenceurs et c'est quoi le contenu qui est partagé par cette typologie-là d'influenceurs. Donc, c'est vraiment ce schéma-là de disséquer, faire très attention avec des fois des outils personnels qui sont des très bons outils pour se projeter, mais il ne faut pas que ça reste uniquement sur le papier, quoi. Faites l'effort de vraiment vous plonger et de vous mettre à la place d'eux, pas juste rester dans une position plus marketing et marque. En commentaire, Julien, on a une ressource en ligne sur notre site qui est plutôt bien fichue pour vous aider justement dans ce travail-là. Ça veut dire que tu n'as pas été sur notre site, Maëlle. on a un blog qu'on alimente là de plus en plus par Lorraine qui est derrière la cam avec Tob. Donc n'hésitez pas à aller dessus, il va être alimenté fortement. De plus en plus. On vous partagera aussi, pourquoi pas, la newsletter où il y a énormément de pépites aussi à aller retrouver là-dessus. Donc voilà, Maëlle, tu auras une ressource pour t'aider. Ouais. Justement, une fois qu'on a travaillé sur nos personnages, sur savoir à qui on va aller s'adresser, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quel message on va venir leur adresser sur nos différents réseaux sociaux. Et donc, il y a un schéma très simple qui nous aide, nous, au quotidien, un triptyque des 3 un petit peu angles de prise de parole qu'on peut venir avoir et aborder en tant que marque sur les réseaux. On a le côté mise en avant produit, le côté pédagogie et le côté divertissement. La mise en avant produit, c'est clairement la base. Ça va être l'exposition en fait de votre audience cible à tous vos codes de marque, vos packs, vos logos, etc. Et c'est aussi ça qui va permettre que demain, le consommateur qui aura vu vos contenus sera en mesure de vous identifier dans un rayon. Donc, on le sait, en tant que marque, on ne peut pas y couper. On est obligé nous, en tant qu'agence, en tout cas, de dealer avec ça et de se dire, OK, il faut quand même un élément de réassurance pour le client. On doit communiquer sur ces produits vraiment de manière très basique. Tout le côté pédagogie, Glenn le disait, les gens, quand ils viennent sur les réseaux, ils ont aussi envie d'apprendre des choses. Donc, en tant que marque, on a toujours plein de sujets hyper intéressants. La RSE est un très bon exemple de ça. On doit pouvoir communiquer sur les engagements d'une marque, par exemple. En revanche, il faut vraiment le faire en gardant toujours à l'esprit que la personne qui regarde, que ce soit un contenu d'1 minute ou un contenu plus long, la personne puisse en ressortir quelque chose. Il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée dans le contenu. Je pense à ce que nous, on peut faire, par exemple, chez Tierfest. Alors, on ne vend pas des produits, on vend des services. Mais toutes les vidéos que vous pouvez voir sur nos réseaux, le but, c'est de venir délivrer un conseil, un outil, quelque chose de très pratico-pratique que la personne va pouvoir utiliser si ça fait écho aux problématiques qu'elle rencontre. Vos consommateurs, c'est pareil. Quand ils regardent votre vidéo, ils doivent avoir appris quelque chose en plus sur votre manière de faire vos produits ou la manière de consommer vos produits. Voilà. Mais posez-vous toujours la question, est-ce que ce contenu-là, si j'étais un consommateur, m'intéresserait? Exactement. Parce qu'on peut vite tomber dans de la pédagogie où on explique le produit, pourquoi, mais au fond, pas toujours le plus intéressant. Donc, un prisme qui est intéressant dans ce côté pédagogique, c'est de se dire, si on était un média qui voulait apporter de la valeur dans notre schéma, dans notre secteur, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme contenu? Parce que quand on pense comme un média, on pense en rétention d'audience. Combien de temps notre audience va passer et comment je vais réussir à faire augmenter ça? Et donc, le meilleur moyen de le faire, c'est de créer un contenu pertinent. Encore une fois, revenez un peu à ce qu'on s'est dit toujours plus haut et tombez pas dans quelque chose de dire, en fait, le message, on recycle X, on va dire, voilà, nous, depuis 2 ans, on recycle X. Non, en fait, c'est pas forcément le bon élément. Et n'hésitez pas justement à la pédagogie et à remonter aussi sur le côté divertissement. Je te laisse finir. Le côté divertissement, c'est celui qui, justement, on va se rapprocher un petit peu plus d'un média, voire même d'un influenceur. C'est celui qui effraie le plus les marques, puisqu'on les amène vraiment à faire un pas de côté sur ces discours très marketing et commerciaux parfois qu'on peut avoir. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver des formats de contenu qui soient très créatifs, comme je le disais, vraiment à la manière dans l'influenceur de pouvoir s'approprier en tout cas les codes du moment pour pouvoir placer votre produit de manière très authentique dans un contenu. Pour expliciter ça, on aura bien entendu des exemples, mais en tout cas, ce côté divertissement est celui vers lequel nous, on essaye de tendre le plus dans les contenus, puisqu'on sait que c'est le type de contenu, en tout cas, qui va le plus engager. On aura des chiffres. Exactement. Et il ne faut pas oublier que l'enjeu après derrière, c'est
reviendra, mais c'est de mesurer et de voir ce qui fonctionne ou pas. Et le gros avantage des réseaux sociaux, c'est que très vite, on le voit, même des fois dans la première demi-heure, on va voir si ce contenu-là va performer ou non. Vas-y. Sur les clés pour engager ta communauté, l'objectif, c'est de faire un câlin à son consommateur. Pas oublier que dans réseau, ou en tout cas dans réseau social, il y a ce mot de social. Donc d'échanger avec elle. Souvent, là, on pense un peu top-down, c'est-à-dire on pense au beau contenu, on pense vraiment pour la communauté et on lui pousse le beau contenu. Mais ensuite, quand on a poussé le contenu, il ne suffit pas de le pousser, il faut aussi échanger avec elle et vraiment créer un lien. Et c'est là que nous, nos community managers, chefs de projet social en interne, doivent vraiment avoir l'envie d'échanger avec eux. Et ce n'est pas uniquement un échange digital un peu faux et froid, c'est vraiment du lien avec potentiellement des futurs ambassadeurs de la marque. Et c'est réussir sur chaque touchpoint de la marque à être hyper pertinent. Et je trouve que ce rôle de community manager prend tout son sens là. Donc ça, c'est un élément à ne pas oublier. Alors, point 2, dans les clés, bien sûr, tu crées un contenu qui correspond au code des créateurs de contenu, pas ceux des marques. Ça, c'est notre gros enjeu chez Tierface. Et après, sois smart sur la position de ta marque pour créer de la mémorisation. Un élément qui est intéressant dans cette notion de smart, tout et rien dire, c'est de se dire, dans ton quotidien, quand tu as un sandwich Donna, une conserve Dossi, où est-ce que tu vas la placer chez toi ? Ce ne sera pas forcément, tu ne vas pas la mettre forcément sur ton étagère quand tout le monde arrive. Si tu es une marque, tu ne la positionnes pas non plus sur une terrain. Tu la positionnes de façon pertinente. C'est-à-dire, les gens sont plus crédules. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on est une marque, on veut leur vendre un produit, mais au fond, s'ils ont passé un bon moment avec vous, en fait, il y a un lien qui va se créer, il y a un capital sympathique qui va se créer. Et c'est là qu'on aura gagné et qu'on pourra vendre soit plus de sandwich, soit plus de conserves. Très concrètement, comment est-ce qu'on fait chez Tierface pour répondre à cette problématique? On a pris l'exemple des vidéos recettes, puisque aujourd'hui, vous le savez, ça fait quand même partie du cœur de notre activité de création de contenu. La première étape, en tout cas, que les chefs de projet social ont chez nous quand ils sont dans cette phase créative, c'est justement d'aller repérer tous ces contenus qui ont vraiment popé sur les plateformes ces dernières semaines. Et donc, Instagram peut être un bon réseau pour faire cette veille-là, mais TikTok est une plateforme encore plus puissante au niveau du moteur de recherche, puisque en plus d'avoir un moteur de recherche un peu mieux fichu, on a la possibilité de venir filtrer pour avoir en top les contenus sur lesquels il y a eu le plus d'interactions. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement consulter ces contenus sur une thématique particulière. Si je cherche à faire une recette avec des tomates et que j'ai du coup 5-6 recettes avec des tomates qui ont hyper bien fonctionné, on va quand même chercher à comprendre ce qui a plu à la communauté pour justement pouvoir venir le transposer à nos contenus. Et c'est aussi à ce moment-là que nous, on échange en tout cas avec les chefs chez Tierface pour apporter toujours un petit twist qui fait notre patte, en tout cas dans la partie création de contenu. Une fois qu'on sait en fait ensemble ce qu'on va faire, on va pouvoir réfléchir à la manière de venir intégrer le produit de nos marques. Comme le dit Glenn, il faut le faire de manière pertinente, authentique et pas obvious en plein milieu du plan de travail. On ne voit que ça. C'est le meilleur moyen, on va dire, de faire fuir la personne qui est en train de regarder votre vidéo. Et donc, en plus de jouer ce côté authentique dans le placement de produits, on va aussi venir créer un univers, comme le fait un influenceur, c'est-à-dire que l'influenceur qui cuisine, il est toujours dans sa propre cuisine, que ses abonnés reconnaissent systématiquement au fil des contenus. Là, la marque, elle doit faire pareil. On doit retrouver tous ces codes de marque dans le setup. Et ça, c'est un travail qu'on est en train de mettre en place petit à petit avec les différents clients Tierface. Vous pouvez le voir sur la vidéo de droite chez Savéole. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on fonctionne avec la cuisine Savéole pour aller voir ce que ça donne sur leur compte Instagram. Et donc là, on va avoir une crédence qui est propre à cette marque-là,
des éléments de couleurs qui rappellent les couleurs de la marque. Là, on a par exemple un livre sur l'histoire de Saveol qui vient se glisser discrètement dans le setup. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir créer de la mémorisation sur les différents contenus que vous allez pouvoir proposer. Ça, c'est un point qui est clé aussi pour engager, c'est-à-dire que créer un contenu qui est reconnaissable, c'est-à-dire que la marque ait sa propre patte, et quand on voit dans notre feed, on puisse être stoppé. Il y a un exercice qui est assez drôle, c'est de voir un peu les gens dans le métro, dans le bus, là où vous allez, de voir un peu comment ils scrollent et de se dire comment on fait pour réussir à les stopper. Et ça, c'est notre gros enjeu chez Thérèse, on les stoppe. Il faut qu'ils regardent en plus de 3 secondes, hein. C'est notre enjeu, qu'ils soient vraiment happés. Et puis quand ils ont regardé ces 3 secondes, qu'on puisse avoir le plus gros taux de complétion possible. Et donc, réfléchissez encore une fois à vous positionner comme un consommateur, et quand vous le faites, vous, essayez de théoriser un peu quand est-ce que vous stoppez. En tout cas, c'est nos réflexions du moment. Donc là, on était plutôt sur la partie créativité, création et production du contenu, mais en fait, le travail ne s'arrête pas là, en tout cas pour créer de l'engagement, puisqu'une fois que la vidéo est faite, il faut la mettre en ligne. Et là, il faut venir justement alimenter la discussion avec l'audience, en tout cas toutes les personnes qui vont venir interagir en commentaire, pouvoir partager des stories et justement venir animer un petit peu toutes ces personnes que vous allez réussir à toucher pour les fidéliser et les engager davantage par la suite. Et bien sûr, pour nous, en tant qu'agence, le fonctionnement, c'est d'itérer, de mesurer les résultats de tout ce qu'on met en ligne afin de pouvoir s'améliorer dans la partie création de contenu, c'est-à-dire que les vidéos recettes de Tire-Fesse d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et celles d'aujourd'hui ne seront pas non plus les mêmes que demain. On travaille sans cesse sur comment est-ce qu'on peut faire encore mieux. On travaille avec d'éternels insatisfaits au quotidien, donc voilà, ça nous pousse vraiment toujours à rester en mouvement et à trouver toujours ces petits hacks qui font que notre contenu recette sera encore meilleur. Quelques exemples concrets qui ont permis d'engager la communauté. Peut-être je te laisse comme c'est ton. Ouais, on démarre par Donna. On travaille donc avec la marque depuis la fin d'année dernière. Et donc, il y a tout juste un an, pendant la phase de reco, le format enseignant de boucher était pitché aux clients. Et c'est un format dont on s'est beaucoup parlé justement avec nos clients, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Mais comme on le disait tout à l'heure, on amène vraiment la marque à faire un pas de côté sur les discours très market, puisque là, il s'agit d'un format où, un peu comme un micro-trottoir, on va à la rencontre des gens et on leur demande en combien de bouchées ils sont capables de manger un club sandwich. Donc, on est très loin des discours RSE, anti-gaspi, etc. Mais on le savait, il y avait ce côté très fun qui pouvait plaire à coup sûr. Donc, on a fini par produire ce contenu et les résultats sont super chouettes et nous prouvent qu'on a eu raison de s'accrocher, puisqu'on a touché 582 000 personnes donc sur 3 plateformes, Insta, Facebook et TikTok, un engagement à 43% sur Instagram et sur TikTok, on a pété les scores, je crois, sur le compte TikTok de la marque. On a plus de 9 000 interactions sur ce contenu-là et on a gagné plus de 1000 abonnés sur la durée de diffusion de la vidéo. Et en fait, ce qui est superbe, c'est que cette vidéo, évidemment, elle a fonctionné le temps où elle était sponsorisée. C'est un peu ce que Glenn disait au départ, mais c'est aussi qu'on a vu que ça continuait de générer des interactions, des commentaires, des partages, etc., même en dehors de la période de médiatisation. Et on le sait, un contenu qui marche de lui-même en organique, évidemment, lorsqu'il est boosté, les stats explosent. Mais en tout cas, c'est vraiment plutôt rassurant de voir que voilà, ce format auquel on croyait beaucoup a vraiment porté ses fruits sur la partie chiffres. Un élément qui est intéressant là-dessus, c'est
souvent qu'on prend, parce que chez Tirefest, on aime bien s'amuser, on aime beaucoup travailler, mais on aime aussi s'amuser. Et on se rend compte que quand on prend du plaisir à créer un contenu, quand on a le sourire quand on fait un contenu, c'est souvent un contenu qui va marcher. Et encore une fois, donc, c'est-à-dire, quand on se met à la place du consommateur, si quand on est en train de faire ce jeu, quand on voit les gens tester, à essayer de mettre un sandwich en entier, à le faire en 2, en 3, chacun ses techniques, en fait, ça nous fait sourire. Et en fait, c'est exactement ce que recherchent les gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est ce moment de détente où on va rester et on va regarder. Puis en fait, le gros avantage pour moi des formats divertissement, c'est que ça va aussi créer un vrai capital sympathie autour d'une marque et qu'on achète beaucoup plus facilement à un ami qu'à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, nous, notre travail aussi de communicant, c'est un peu de rentrer dans la tête du consommateur, de lui montrer qu'on est sympa et de lui montrer qu'il faut acheter nos produits. Un autre exemple là sur Dossi, alors toujours dans cette même optique des recettes, et toujours réfléchir à dans le quotidien Dossi, on a une cible qui aime cuisiner mais très rapidement et qui aime aussi un peu ce côté astuce. Le côté astuce en vidéo recette fonctionne bien. Donc là, c'était 2 recettes avec une boîte de conserve de pois chiches, conserve ou beaucoup. Et un élément que je retiens de ça, c'est que sur Instagram, il y a eu 1700 personnes qui ont enregistré ces 2 recettes ou ces astuces sur leur compte. Et il y a 440 partages sur Facebook à ses amis. Et en fait, quand on parlait d'engagement, bien sûr, il y a le like, il y a le commentaire. Mais cette notion d'enregistrement ou de partage, encore plus sur les vidéos recettes, sont encore plus importantes. Des fois, on se retrouve même avec des recettes plus enregistrées que likées. Et c'est là aussi qu'on sait qu'on a fait correctement notre travail. Donc, n'hésitez pas aussi à scruter ces éléments-là qui montrent est-ce que le contenu a plu ou pas. On ne peut pas se mentir sur les réseaux sociaux. Et dernier exemple qu'on va partager avec vous, là on est sur un contenu créé pour Poulet Toc. Contrairement aux 2 marques précédentes où on est sur des marques B2C, là on s'adresse à des professionnels. Donc chaque mois on a un contenu qu'on appelle les astuces de chef qui est partagé sur le compte de Poulet Toc. Et donc c'est un contenu qui n'a pas du tout bénéficié de sponsorisation. Donc voilà, ça vient vraiment soutenir ce qu'on a pu dire en début de webinaire. On a touché 226 000 personnes sur Meta. Et encore une fois, entre Facebook et Instagram, sur les 2 plateformes. Sur les 2. Et ce que disait Glenn, c'est quand on voit qu'il y a plus d'enregistrements que de likes, c'est vraiment que les gens ont eu envie de pouvoir retrouver votre contenu plus tard parce qu'ils l'ont trouvé intéressant, utile, que sais-je. Et donc là, on a plus de 3000 enregistrements qui ont été faits sur Instagram pour un peu plus de 2000 likes. Donc voilà, on a quand même ce ratio enregistrement-like qui est bien supérieur et qui, encore une fois, prouve de l'intérêt qui a été porté au contenu que vous avez su proposer à votre audience. Et un élément qui est important là-dedans, on voit dans les 2 contenus là, qu'on peut avoir sur Poulet Toc, on s'adresse aux chefs, donc plus une cible B2B ou Dossi sur une cible plus B2C. Que par exemple, ce format astuce surperforme chez nos marques. Pourquoi ? Parce que c'est des contenus qu'on voit moins. Donc, il y a aussi un intérêt quand on est une marque à surprendre un peu plus aussi les personnes qui nous suivent et pas uniquement copier, mais aussi surprendre. Ça, c'est un élément important qui fait écho à la dernière partie. On a bientôt terminé. Vous allez pouvoir aller manger bientôt. Ne pas arriver trop tard sur les tendances. On le voit très souvent. Les marques arrivent très en retard. Nous, notre enjeu chez Tirefest, c'est le gros enjeu, notre directeur de création, Benjamin, de scruter les tendances de fond de demain. C'est ce qu'il a pu faire il y a 1 an et demi de ça, par exemple, avec les micro-trottoirs. On était, je pense, dans les premières agences à faire ça. Aujourd'hui, les micro-trottoirs, tout le monde le fait, pas toujours très bien et souvent en retard par rapport aux tendances vraiment actuelles. Et donc, on ne surprend plus le consommateur, donc le consommateur ne s'arrête plus et donc c'est plus des posts qui engagent. C'est vraiment là-dessus que je veux insister. Pourquoi suivre les tendances, mais plus des tendances de fond, pas seulement une trend TikTok ou quelque chose. Comment on fait pour s'intégrer là-dedans, être réactif quand on est une marque et quand on est une agence social media, on se doit d'être réactif. Comment vous faites pour y arriver ? Un élément qui est primordial, de toute façon, il n'y a pas vraiment de secret. De toute façon, il n'y a aucun secret dans ce qu'on fait chez Tirefest, à part qu'on travaille.
Mais c'est vraiment de réaliser une veille active et pas se limiter uniquement à Instagram. Souvent, on va se limiter à des réseaux qu'on apprécie fortement et donc on va être beaucoup aujourd'hui sur nos cibles sont énormément sur Instagram. Mais TikTok et YouTube sont vraiment des pépites, que ce soit sur des formats courts ou sur des formats plus longs ou même dans des formats YouTube longs. On vient des fois nous spotter un divertissement qui a été, je sais pas, dans les vidéos de Squeezie, on dit ah mais c'est hyper intéressant, comment ça on peut l'amener à une marque pour l'amener, mais sur un point relativement précis. Essayez d'avoir vraiment un regard là-dessus et un regard critique et applicable à votre marque ou aux marques que vous accompagnez. Et enfin, quelques tendances là qu'on voit. Influenceur humour X chef. Encore une fois, on a vu beaucoup de chefs cuisiner. C'est très sympa, mais le côté humour, là, on pense qu'il va arriver très très fort aussi en cuisine. On l'a vu avec des Roro, le Custo, qui sont aujourd'hui pas mal copiés. Capitaliser là-dessus, en plus, un gros avantage maintenant, c'est qu'on peut faire des posts à 3, c'est-à-dire la marque, un influenceur humour, un influenceur food. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer autour de ça. Les formats longs découpés en capsules, c'est un élément, voilà, le podcast. Là, c'est un podcast pour une de nos marques, la Pavé d'Affino, qu'on vient de lancer. Et ça fait aussi écho à comment faire aussi pour surprendre les marques et surprendre le consommateur. C'est aussi d'amener les influenceurs à des endroits où on ne les attend pas. C'est-à-dire les influenceurs food font rarement des podcasts. Les marques food font rarement du podcast. Donc, comment on fait aussi pour être là où on ne nous attend pas? Et le format long découpé en capsules. C'est une tendance du moment qui est là depuis un moment, mais qu'on voit de plus en plus. Même il y a des gros débats, vrai ou faux podcast. C'est un débat que je laisserai, peut-être que ça a pu nous arriver. On s'en excuse. Des formats aussi longs qu'on voit aussi popper de plus en plus et qui ferme un peu la parenthèse grande parenthèse de ce webinaire ou cette réflexion du moment qui dit en fait c'est pas format court, format long. C'est pas Reels ou photo, c'est du contenu qui intéresse les gens. Par exemple, là, c'est un format long de 5 minutes qui a fait plus de 2 millions de vues. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est pas de se dire c'est quoi la dernière trend, c'est quoi le format qui fonctionne. C'est vraiment c'est quoi le contenu qui intéresse les gens. Et c'est pas la plateforme, elle veut ça ou ça. Les plateformes veulent une chose, c'est que les gens restent sur la plateforme et qu'ils vendent beaucoup de pubs. Donc, nous, notre enjeu, c'est comment on fait pour créer un contenu pertinent où les gens restent bloqués sur notre contenu. C'est vraiment notre enjeu. Les formats longs ont cette chance que les gens peuvent rester potentiellement, si c'est un contenu de 5 minutes. Et donc, c'est un temps qui est énorme pour une marque. Donc, ne vous focalisez pas uniquement sur les tendances, mais réfléchissez de façon un peu plus globale là-dessus. Bon appétit. Merci à tous, bonne journée. Ciao. À bientôt. À bientôt.